Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition à partir de 17h en direct, bien sûr, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée peut-être d'une consolidation qui fraye son chemin depuis quelques jours maintenant, après un rallye qui reste spectaculaire, initié fin septembre pour les actions européennes. Je vous rappelle que le CAC 40 a réussi à progresser pendant 9 semaines consécutives jusqu'à ces derniers jours, et c'est vrai qu'on constate quand même un certain plafonnement des indices, et notamment des indices européens, avec une petite baisse encore à l'arrivée sans doute pour la plupart des marchés actions en Europe ce soir, et un CAC 40 qui passe sous les 6700 points désormais, 6775 points autour en cette fin de séance en Europe. Vous aurez les infos clés et le résumé du jour dans un instant avec Alix Nguyen, séance qui reste relativement tranquille avant les derniers grands rendez-vous de l'année, à savoir les dernières réunions de Banque centrale. La semaine prochaine verra ainsi une nouvelle décision de politique monétaire de la Fed le 14 décembre et de la Banque centrale européenne le 15 décembre. En attendant, les fins d'année sont propices à la réflexion et à la prospective. On se posera donc quelques grandes questions en vue de 2023 et au-delà avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous ferons le point sur le secteur des télécoms. Est-ce un secteur qui a rempli sa mission défensive au terme de cette année 2022 ? Quelles sont les perspectives en matière d'investissement quand on analyse ce secteur des télécoms? Nous en parlerons avec un des spécialistes de Bryan Garnier, Thomas Coudry, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et donc le résumé du jour sur les marchés européens, notamment cette fin de séance avec une dynamique qui s'est un peu affaiblie depuis quelques jours. On peut tous le constater. Et donc la Bourse de Paris qui termine sans véritable tendance ce soir, Alix. Oui, il en va de même pour l'ensemble des places européennes. À Wall Street, la prudence est aussi de mise. Peu de prise de risque alors qu'au regard des derniers indicateurs, une poursuite de la remontée des taux d'intérêt est redoutée. Aux États-Unis, les chiffres supérieurs aux attentes de l'activité des services pour le mois de novembre et des commandes à l'industrie pour le mois d'octobre nourrissent les anticipations quant à une Fed plus restrictive. Si la journée d'hier était chargée en indicateurs américains, aujourd'hui les seuls chiffres du jour nous sont déjà parvenus et il s'agit de ceux du commerce extérieur. Selon le département du commerce, le déficit s'est creusé à 78,2 milliards de dollars en octobre contre 74,1 milliards de dollars un mois plus tôt. Plus près de nous, les commandes à l'industrie en Allemagne pour le mois d'octobre ont progressé plus vite que prévu de 0,8%. Les prochaines réunions de politique monétaire de la BCE et de la Fed se tiendront dans environ une semaine. Si les marchés tablent toujours sur un relèvement de 50 points de base des taux d'intérêt des deux banques centrales, en zone euro, le chef économiste de la BCE, Philippe Lane, estime que l'institution devra encore relever ses taux d'intérêt à plusieurs reprises afin de contenir la hausse des prix, et ce, même si l'inflation globale est désormais proche de son pic. Du côté des secteurs boursiers qui se distinguent aujourd'hui en Europe, on notera que les valeurs liées à la consommation de base, les biens dits essentiels, ce secteur-là soutient un peu les indices aujourd'hui. Oui, c'est le cas de Nestlé et Unilever. A contrario, les nouvelles technologies et l'énergie connaissent les replis les plus importants. Le titre d'ADP chute. Le groupe a finalisé ce mardi le débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group. L'exploitant des aéroports de Paris devrait récupérer 420 millions d'euros dans l'opération pour servir son développement à l'étranger. Deutsche Bank et Rabobank sont accusés par la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles sur le marché obligataire. Le titre de Deutsche Bank recule. On remarque aussi que les cours pétroliers sont pénalisés par la vigueur du dollar et les incertitudes économiques, des considérations qui prennent le pas sur les anticipations d'une hausse de la demande chinoise. Dans leur sillage, Total Energy plie. Et puis à l'inverse, Thales grimpe et affiche désormais un bond de près de 65% sur l'année, soit la meilleure performance du CAC 40.
Tendance, mon ami, chaque soir le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous ce soir, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Éric Venet nous accompagne également. Bonsoir Éric. Bonsoir. Directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Wilfried Galland avec nous également en plateau. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Merci d'être là, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Variation autour du thème des pivots, c'est l'exercice que je vous propose pour cette discussion de marché. Oui, parce qu'il y a eu des variations Goldberg, il y a des variations autour du thème de pivot, bravo. C'est un concept qui se décline au pluriel désormais, le thème de pivot. Et même d'ailleurs, avant d'en venir à disserter sur le pivot de la Fed, le pivot originel que tout le monde, tout le monde veut voir l'an prochain. Il y a un pivot qui est déjà un peu plus concret, un peu plus matériel aujourd'hui. C'est le pivot sanitaire en Chine, Wilfried. Oui. Les évidences qui se multiplient confirment l'idée qu'on passe à autre chose. On avait vu progressivement les murailles se lézarder, et puis d'un seul coup, on avait quelqu'un qui mettait un petit coup de mortier en disant mais pas du tout, vous n'avez rien compris, nous restons absolument ancrés dans la grande pensée de notre grand leader Xi Jinping sur le zéro Covid, et c'est véritablement ça qui nous définit. Et puis on s'aperçoit petit à petit, et là de plus en plus avec une accélération ces dernières heures, qu'effectivement on est en train de relâcher un certain nombre de choses. Et puis évidemment avec cette science toute chinoise de la maîtrise des statistiques, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on relâche les contrôles sanitaires en Chine, eh bien le nombre de cas diminue. Et c'est ça qui est assez remarquable, et je tiens quand même à le souligner. C'est quand même une performance. Une nouvelle fois, les Chinois nous montrent leur supériorité dans le domaine des statistiques au minimum. Mais en fait, ça montre bien que, au-delà du clin d'œil, c'était absolument nécessaire pour les autorités chinoises d'avoir des signaux qui montraient qu'ils comprenaient que la population avait besoin de la prospérité au regard des contraintes qui lui sont imposées. C'est-à-dire que c'est véritablement le pacte. Le pacte chinois, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liberté comme celle que vous pouvez trouver dans les autres pays, mais en contrepartie, on vous garantit une prospérité qui sera à nul autre pareil, et une puissance également à nul autre pareil. Là, avec non seulement les problèmes économiques, mais aussi la vision, même si elle peut être anecdotique, mais des stades de la Coupe du Monde, avec cette espèce c'est un déclencheur, effectivement, très révélateur. De foule qui se déploie en toute liberté, c'était absolument plus possible. Et le fait qu'on ait eu, même si ça a été très très vite étouffé, mais des cris de Xi Jinping d'émission en Chine, ce qui était une espèce de tabou absolu, montre bien que c'était nécessaire. Et donc, ce premier pivot-là, effectivement... Le fait que l'Occident ait eu rapport de ces informations, c'est ça qui est terrible, j'imagine, pour le pouvoir chinois. Voilà, c'est absolument quelque chose qui montre que l'ouverture était nécessaire. Alors, il ne faut pas non plus la surestimer, puisqu'elle sera graduelle. On va devoir attendre probablement le mois de mars et la mise en place de la nouvelle administration suite au dernier congrès. Il faut attendre le mois de mars pour avoir véritablement l'intégrité de l'administration en place. C'est réactif, mais quand même pas tant que ça. Donc ce sera à partir du mois de mars qu'on aura tous les éléments, mais progressivement, on anticipe effectivement une fin de ce zéro Covid. Qu'est-ce que ça implique pour la Chine déjà, peut-être en premier lieu, l'économie chinoise et la zone d'influence chinoise, et puis pour nous, Européens, et je mets dans le lot nos amis américains. Ce que ça implique déjà, c'est qu'on va peut-être sortir de la tendance à l'érosion graduelle de la croissance chinoise, qui faisait qu'on n'avait plus ce moteur à la fois pour la région et pour le monde. On avait historiquement, dans la dernière décennie, la Chine c'était 30% de la croissance mondiale, en 2021 ça a été 10%, cette année ce sera probablement moins. Là, on va retrouver à la fois pour la croissance chinoise probablement la possibilité d'être au minimum à 4,5, peut-être à 4,5-5% si effectivement il y a cette capacité à réouvrir et aussi à relancer l'esprit d'entrepreneuriat chinois. C'est parce qu'il a beaucoup souffert quand même. Ils ont été assommés. Il a beaucoup souffert à la fois des restrictions du Covid, des restrictions anti-business. Il va falloir quand même agir sur beaucoup d'espaces, mais ça laisse maintenant des possibilités ouvertes. Il va falloir savoir exactement dans
dans quelle mesure est-ce qu'on va accélérer, mais ça laisse la possibilité d'accélérer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Chine, c'est une bonne nouvelle pour la région, c'est une bonne nouvelle aussi pour la croissance mondiale. Si elle pouvait être progressive, ce serait bien quand même, parce que pour l'instant, ça nous arrange bien que toutes les matières premières, le gaz naturel soit disponible également. C'est quelque chose, donc une relance, oui, qui reste équilibrée, ce serait parfait. Ce serait, on va dire, le premier pilier d'un nouveau scénario boucle d'or 2023 sur lequel on peut évidemment espérer. Et en cette fin d'année, il est temps quand même de prononcer quelques vœux pour 2023. Donc je souhaite. Mais c'est une brique importante. Ah, c'est une brique très importante. Et c'est d'ailleurs une des briques qui peut empêcher une récession profonde qui fait un peu peur aujourd'hui au marché. On voit la consolidation. C'est peut-être le début et je reprends un terme qu'avait cité sur Twitter Alexandre Baradez, nos amis comme bien sûr, oui. Il disait, c'est peut-être le début de bad news is bad news. Donc il ne faudrait pas non plus que les croissances, en particulier américaines, les indicateurs de croissance donnent trop de signes de faiblesse, parce qu'à force de se féliciter du fait qu'on ait moins d'inflation, on va peut-être commencer à s'inquiéter du fait qu'on puisse avoir une récession plus forte que prévu. Et donc si le moteur chinois vient rééquilibrer tout ça, ça serait effectivement une bonne façon de commencer l'année avec au minimum un équilibre de bonne aloi. Un adoucisseur effectivement intéressant en vue de Exactement. 2023. Sur la réouverture sanitaire chinoise, est-ce que ça peut impliquer sur le plan macroéconomique global, sur le plan des marchés également peut-être, Eric ? Je veux dire, je suis d'accord, en d'autres temps, ça aurait été un changement fondamental. Je pense que le poids de la Chine est devenu moins important. Donc ça va dans le bon sens, mais c'est pas, à mon avis, fondamental pour... Les variations de l'économie chinoise importent moins aujourd'hui pour la course du monde. Oui, alors c'est quand même très positif pour l'offre, parce qu'on sait qu'on a un problème de politique d'offre, et donc ça améliore encore un peu mieux la chaîne de production, et ça c'est vraiment très positif. Après, je pense que... La consommation au niveau des matières premières, oui, effectivement, si ça pouvait prendre un certain temps pour avant de repartir, ça nous aiderait bien aussi d'un point de vue inflation. Mais je pense que c'est pas plus fondamental que ça. Et alors, concernant le marché, moi, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a trop de pression politique pour mettre un doigt dans le marché chinois, vous voulez dire. D'accord. Mais bon, après, non, mais c'est une politique. Le marché au sens large, c'est-à-dire que le consommateur chinois a été quand même très contraint depuis 2 ou 3 ans. Effectivement. Une bonne partie de la consommation en Chine se fait aussi sur la base de produits occidentaux. On sait que c'est important pour certains secteurs très spécifiques. Voilà. C'était aussi l'idée de... Il n'y a pas juste les marchés chinois. Ça va jouer sur certaines entreprises qui exportent en Chine. C'est bon pour le luxe, c'est bon pour certains... Mais si on considère qu'on a un problème... de scénario, il faut qu'on se mette d'abord sur le scénario mondial. Parce que si on a effectivement un problème de faible demande, c'est positif. Si on pense que la demande reste très très forte par rapport toujours à un blocage de l'offre, ce que je pense, c'est pas forcément non plus très... c'est positif, mais pas fondamental. Et l'investissement en actions chinoises, oui, c'est quelque chose qui... Mais je ne suis pas le passer parce que moi, non, j'y vais pas. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui peuvent s'en affranchir et pour qui les clients ne demandent pas forcément d'aller investir là-bas et qui s'en contentent. Je vois pas pourquoi j'aimerais investir en Chine. J'essaye déjà de comprendre le marché européen et américain, c'est déjà beaucoup. Parce que j'y rajoute une contrainte. Xiping, c'est pas. Tout le monde fait semblant que ça soit l'économie chinoise soit une économie ordinaire. C'est pas une économie ordinaire. On est d'accord. Donc, on ne peut pas raisonner le marché chinois comme on raisonne le marché américain. Après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Sébastien, est-ce qu'une reprise économique chinoise générée par une réouverture sanitaire est souhaitable pour 2023 ? D'abord, nous, on a la chance d'avoir des gérants experts sur la Chine. Et moi, je ferai une différence entre le court terme et le moyen terme. Je pense qu'à moyen terme, on n'a pas trop de visibilité de quelle sera la Chine de demain. Dans son discours, Xi Jinping nous a présenté un scénario qui n'est pas très favorable à la croissance. Une dominance du Parti communiste dans l'économie. Et on va s'immiscer beaucoup plus dans la trajectoire de l'économie. On veut partager les richesses. Il se trouve que ce partage des richesses n'a pas forcément donné de la prospérité jusqu'à maintenant, en tous les cas.
Alors, à court terme, comme on l'a dit, et c'est une évidence, l'économie s'ouvre. Alors là, je dirais que la bonne nouvelle est presque politique plus qu'économique. C'est-à-dire que Xi Jinping, il a même dit aux émissaires européens, écoutez, il y a la grogne et il faut répondre. Et donc, la réponse a été celle de l'ouverture parce que c'est ce que demandent les Chinois. Maintenant, la trajectoire de sortie de la crise, elle va être lente. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut partir sur les bases. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui en Chine, il n'est pas efficace. Les personnes âgées ne sont pas bien vaccinées. Et donc, ça va prendre du temps. Et une fois qu'on a, disons qu'on a un socle sanitaire de meilleure qualité et que les gens peuvent consommer, les choses repartent, il n'empêche qu'on a un trou noir sur l'immobilier qui représentait 30% du PIB chinois. Donc tout ça va de toute façon être lent. Donc nous, à court terme, la bonne nouvelle, pour ceux qui pensaient que la Chine c'était fini, ça allait être le marasme pour toujours, et on le voit en bourse, hein, c'est le marché qui a le plus porté, donc nous, tactiquement, on s'est exposé. À moyen terme, on se pose plein de questions, et ça peut durer, c'est ce rebond pendant un an, mais vous le disiez, Grégoire, c'est quoi les socles de la croissance de moyen terme si on veut se transporter dans l'avenir? Ben, on a plus de mal en Chine de le voir, surtout qu'à très long terme, la démographie n'est vraiment pas favorable. Et les chocs technologiques qu'on pourrait arriver en Chine pour faire croître à nouveau la productivité telle qu'elle a cru jusqu'à maintenant, ben, il y a un handicap majeur que c'est la déglobalisation, la guerre avec les Américains. Il y a des technos qui sont inaccessibles désormais pour les Chinois. Les Chinois veulent mettre l'accent là-dessus. Donc nous, on le joue de façon cynique à court terme. On s'expose parce que objectivement, les choses vont aller mieux. Et on s'expose à quoi? À une consommation qui va se réveiller. On s'expose aussi à la partie plus tech qui finalement, c'est des entreprises de technologie dédiées à la consommation. C'est des plateformes où les gens vont acheter, etc. Notamment sur la consommation. Déjà, les valorisations ont pas mal monté. Sur la tech, ça reste intéressant. Mais à moyen terme, on se pose plein de questions. Mais bon, le rebond peut durer encore 6 mois, voire plus, parce que c'est une économie très importante et une économie très importante pour le monde. Et tout petit point de croissance de la Chine va avoir un impact sur l'économie mondiale parce que ça a un impact sur les comos. Même un petit peu plus de construction, ça va jouer sur le cuivre. Dans la stratégie chinoise, la stratégie verte est très importante. Donc, il y a plein de matières premières. Le cuivre, comme je le disais, mais tout ce qui rentre dans la production des panneaux photovoltaïques, tout ça, les Chinois vont en produire davantage dans cette reprise. Donc, on aura l'effet inflationniste avant d'avoir les fruits d'une reprise économique chinoise, si je parle du point de vue occidental. Hein. Non, l'effet inflationniste, alors il y a de la désinflation chinoise, parce que les Chinois, on part de bas, même si les salaires chinois ne sont plus les salaires d'il y a 15 ans ou même 10 ans. Mais non, je ne pense pas que la pression inflationniste viendrait à Chine. Non, mais via les matières premières, via la pression et les tensions que ça peut créer ou recréer sur les matières premières. Mais ça, c'est quelque chose de structurel. On sait qu'on va avoir, dans les décennies à venir, des problèmes sur les matières premières. Pourquoi? Parce qu'on s'impose des contraintes qui sont difficiles. Et c'est pour sauver la planète, on veut moins polluer. Et pour ça, pour produire les technologies de demain, il nous faut du cuivre, il nous faut un certain nombre de métaux rares, et pour ça, on pollue, on atteint parfois la biodiversité. Bon, il y a plein de contraintes qu'on s'impose. On n'a pas investi, on n'a pas assez investi en énergie. Notre transition énergétique est mal gérée. Donc, c'est pas que à cause de la Chine. La Chine, elle doit faire plus d'efforts que les autres parce que c'est un gros pollueur, notamment. Mais je crois qu'elle en fait. Ils le font. Je crois qu'elle en fait. Ils l'ont fait, mais ils continuent à utiliser beaucoup de charbon, comme ailleurs. Donc, écoutez, à court terme, c'est une bonne nouvelle. Nous, on la joue en bourse. Ça ne change pas la donne parce que la croissance, comme l'a dit Wilfried, elle va être très lente dans son redémarrage. Parce qu'encore une fois, il y a un pan qui est augmenté de 30% du PIB qui n'avance pas, malgré tous les financements nouveaux qui arrivent pour soutenir cette activité avec les fameuses banques d'État qui viennent toujours à la rescousse du système, qui sont extrêmement fragiles parce qu'ils ont des leviers énormes. Mais ils vont aider un peu à que les choses soient moins pénibles. Mais on ne peut pas s'attendre à une Chine qui revient. Donc, même l'objectif de 5% ne sera pas atteint
pendant un certain temps, d'après nous en tous les cas. Oui, oui. Oh, tout le monde l'a oublié, ils en parlent même plus, je crois. Non, ils en parlent beaucoup moins. En tous les cas, ils iront, hein, mais pour l'instant, de toute façon, c'est la bonne inatteignable. façon de ne pas rater l'objectif, c'est de ne pas en avoir. Oui. C'est comme le benchmark. Autre pivot sur lequel il est peut-être intéressant, alors un pivot compliqué à imaginer, mais quand même, l'hypothèse d'un pivot dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que 2023 peut marquer, alors à définir bien sûr, mais le début d'une résolution du conflit, au moins sur le terrain militaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Est-ce qu'il y a une fatigue quand même de part et d'autre qui peut amener à un moment à une pause ou une résolution sur le terrain? Et qu'est-ce que ça implique là aussi pour nos économies et peut-être à commencer par l'Europe, au plus proche de la guerre aujourd'hui? Alors, je pense qu'effectivement, tout le monde le souhaite. Il y a des arguments qui militent en faveur quand même de quelque chose de... Oui, il y a plein d'arguments économiques qui militent en faveur de ces éléments-là. Comme il y avait tous les arguments géopolitiques et économiques pour que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. En fait, ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut avoir de véritables percées diplomatiques que s'il y a un changement profond militaire sur le terrain, soit par un effondrement de l'armée russe en raison de problèmes logistiques ou de problèmes de commandement ou de changement de pouvoir à Moscou, ce genre de choses, ou à l'inverse, le fait que les Ukrainiens se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de tenir le front par fatigue également de leur soutien, que ce soit des soutiens américains ou des soutiens européens. Tant que la situation est figée, compte tenu de l'atrocité des dégâts humains et matériels aujourd'hui en Ukraine, il est absolument pour moi inenvisageable d'espérer que les Ukrainiens s'assoient à la table des négociations en disant oui, il n'y a aucun problème, prenez une partie de mon pays et comme ça derrière on se serrera la main et on vivra heureux dans une confédération sous les auspices des Nations Unies. C'est évidemment, pour moi en tout cas, c'est impossible. Ce qu'il faut souhaiter effectivement, c'est que cette percée militaire, ce changement de situation militaire ne viennent pas à la suite d'une escalade qui serait très délétère pour tout le monde et qui nous mettrait tous en danger. Mais effectivement, l'idée que ça devrait aller encore plus mal avant qu'on puisse espérer quelque chose de plus apaisé. Au minimum, il y aura effectivement des changements militaires sans que ce soit un changement d'échelle de cette guerre et que quelque part, effectivement, autour de la fin 2023 ou d'une automne 2023, on se rend compte que tout le monde, les Européens, les Américains, même les Ukrainiens à un moment, a intérêt à trouver une solution. Pour l'instant, ça me paraît vraiment très très prématuré. Je l'espère pour la fin 2023. Ouais. Je ne vois pas aujourd'hui de mécanisme qui me permettent de l'espérer à court terme. On ne conduit pas une stratégie économique ou de marché, j'ai envie de dire, sur cet espoir. Non, ça me paraît très... On partage tous, évidemment. Un peu comme il est très difficile de bâtir une stratégie économique ou une stratégie d'investissement en fonction d'un risque géopolitique, même s'il est très prégnant. Ouais. Au mieux, on l'évalue à X% et X% du portefeuille doit refléter ce risque-là. Ça, oui, mais sinon c'est beaucoup trop compliqué. Oui. Bon, sur ce risque géopolitique au sens large et puis spécifique à ce qui est aux portes de l'Europe toujours aujourd'hui, Eric, alors le risque géopolitique, il est en niveau très élevé aujourd'hui. Est-ce que ça peut encore être pire demain? Et quand je dis demain, c'est l'horizon des prochains mois, des prochains trimestres pour 2023, ou est-ce qu'il y a quand même un moment où on peut imaginer des risques positifs, entre guillemets, je le dis avec les guillemets. Imaginer les deux. En fait, et c'est l'événement le plus difficile à appréhender pour le scénario l'année prochaine. En fait, c'est-à-dire que le consensus ordinaire, c'est un ralentissement. Mais l'un ou l'autre, ce serait un changement important, une dégradation supplémentaire de l'événement, ou effectivement, ou une atténuation effectivement peut-être de l'intensité. L'armée russe ou un nouvel événement ailleurs. On peut imaginer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple. Voilà. Et là, ce serait un véritable choc. On sait qu'il y a quand même de très fortes tensions, que l'Iran a déjà attaqué l'Arabie Saoudite, mais sur des infrastructures de stockage, pas sur des infrastructures de production, mais ils en sont capables. Et donc, l'effondrement possible du système politique iranien pourrait générer peut-être des opérations un peu kamikazes de ce point de vue-là. Et là, attention. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout aujourd'hui dans les radars actuellement des principaux scénarios économiques, mais c'est un sujet qu'il faut quand même regarder.
On voit bien que la contrainte géopolitique ou politique avec un grand P est de plus en plus importante dans l'analyse économique. De toute façon, on peut pas. Alors c'est flagrant en Chine, mais c'est flagrant effectivement là en géopolitique et concernant les matières premières également. Donc il y a toute une. On essaie de comprendre, toutes choses étant égales par ailleurs, mais ça peut bouger effectivement. Et on voit bien que cette guerre d'Ukraine fait changer effectivement les alliances politiques et peut faire basculer également les contraintes économiques. Donc on est obligé de partir sur le constat effectivement suivant, c'est qu'il n'y aura pas de grand changement, sauf à mon avis l'effondrement de l'armée russe ou les Américains qui disent on met les Ukrainiens à la table de négociation, mais enfin, je vois pas très bien comment. Ou alors, effectivement, les Russes qui accélèrent dans le degré effectivement d'offensive et ça peut dégénérer un peu plus. Sébastien, est-ce qu'on peut avoir une réflexion un peu solide, qui ne soit pas juste de la spéculation sur ce risque géopolitique et en premier lieu le conflit russo-ukrainien ? Là, vous me demandez une chose, c'est impossible. Non, elle ne peut pas être solide. C'est-à-dire qu'on est là sur cette crise qui nous a touchés, qui touche d'abord les Ukrainiens, et personne ne l'avait prévu. Et aujourd'hui, on est enlisé dans quelque chose qui semble durer. En revanche, donc les solutions, on peut spéculer du coup sur les solutions possibles. En général, une guerre finit parce qu'il y en a un qui la gagne et l'autre la perd, et ça permet d'arriver à une négociation. La négociation entre les deux, c'est rare, mais c'est ce qu'on voudrait. Et pourquoi il pourrait y avoir cette voie cette fois-ci, c'est parce que l'Ukraine est soutenue à bout de bras par l'Occident, et si les Américains décident de négocier avec Poutine parce que ça suffit, ça va se passer comme ça. C'est 100 milliards de dépenses de soutien des États-Unis. Enfin, il y a un dernier paquet en négociation, mais qui nous mènerait à 100 milliards cumulés de soutien américain à l'Ukraine depuis le début du conflit. Mais bon, dans les guerres, on accepte beaucoup de... Oui, bien sûr. Non, 100 milliards aujourd'hui, c'est 100 milliards. L'enjeu est important, géopolitique. Non, mais 100 milliards pour détruire la moitié de l'armée conventionnelle russe, c'était pas cher en fait. Oui, mais il y a un ratio bénéfice-risque. Sans engager un seul soldat ni un seul missile patriote, en fait, c'est pas mal. Voilà. Et donc c'est pas le sujet financier. On voit bien que la géopolitique, là, du coup, pour la stabilité de la planète, est très importante. Donc, ce serait une très bonne nouvelle que ça s'arrête. Et pourquoi ça serait une bonne nouvelle ? Et c'est ça qui est important, en fait. Pourquoi déjà la situation actuelle est plutôt remplie déjà de certaines incertitudes, mais quand même d'une bonne nouvelle. On le voit sur les matières premières, c'est quand même là, c'est là la courroie de transmission à l'économie mondiale. Il y a une transmission sur les marchés, sur la nervosité, guerre nucléaire, etc., mais qui s'est quand même pas mal dissipée. Il reste l'influence à travers les matières premières. Au niveau des denrées agricoles, on a des sursauts. Il n'empêche que, malgré, à un moment donné, la Russie a dit je renonce à cet accord qu'on avait sur la possibilité des Ukrainiens d'exporter leurs denrées agricoles. En fait, ça ne s'est pas fait. Ils peuvent continuer à exporter. On voit bien que les prix des aliments restent à des niveaux faibles, à peu près au niveau où on était avant la crise. Les prix de marché spot des produits blé, etc., agricoles sont revenus sur les niveaux d'avant déclenchement du conflit. Donc, dans ce sens, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Et d'ailleurs, on n'a pas interdit à la Russie de continuer à exporter ses grains. Donc, on soupçonne même la Russie de voler les grains des Ukrainiens à travers... Et l'autre élément, et celui-là, il est essentiel, c'est l'énergie. Et là, du coup, c'est plus difficile. Et c'est beaucoup plus difficile. Et ça se traduit par un sujet qui est ce débat sur le fameux seuil sur le prix auquel les Russes peuvent vendre leur pétrole. Donc, on a établi un niveau maximum de $60. Il se trouve que le pétrole de l'Oural est à peu près à ce niveau-là. Donc, bon, c'est pas une énorme contrainte, à ceci près qu'il y a quand même une énorme contrainte qui est celui de comment déplacer ce pétrole. Et donc, on ne peut pas... Les assureurs, ceux qui assurent les tankers, ne peuvent laisser un tanker partir que si le prix est bien de vente, va être bien celui-là. Et ça va être très compliqué à implémenter. Il n'empêche que si on venait à perdre tout le pétrole russe, faisant cette hypothèse au niveau mondial,
on aurait un choc pétrolier, un nouveau choc pétrolier en 2023. On ne peut pas vivre sans les 5 ou 6 millions de barils exportés par la Russie. C'est pas possible. Donc il va falloir bien qu'aujourd'hui, il y a déjà les Chinois. Les Russes, eux, ils ont déjà acheté, je crois, l'année dernière, je sais pas, ils ont triplé leur flotte, chose qu'ils avaient très peu, leur flotte de tankers. Ils ont acheté des vieux tankers pour pas très cher, au total, pour plusieurs milliards quand même, mais qui devraient partir en Chine, en Inde. Mais bon, placer le même pétrole qu'on vendait à l'Europe, ça ne va pas être facile. Donc imaginez que d'un coup, ce pétrole disparaît, l'équilibre mondial du pétrole n'est plus le même. Donc aujourd'hui, tout le monde croise les doigts. L'hypothèse que tout le monde avait, c'était 2 millions de barils qui allaient disparaître. S'il y a une récession, une croissance plus faible, déjà on perdait 1 million et quelques. Donc avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, les Américains qui continuent à nous envoyer leurs réserves stratégiques, etc., ça atténue les pressions. Mais vous perdez le pétrole russe, on est mal. Donc, il ne faut pas que ça s'envenime. Les relations, elles ne restent pas très chaudes avec la Russie. Mais c'est pour ça que ce débat sur le seuil qui est presque, mais c'est important. On veut sanctionner la Russie, mais en même temps, et c'est l'Américain qui était... on ne peut pas en faire trop, parce que l'équilibre et on peut pas se payer un pétrole trop cher. On a déjà une fragilité dans nos économies. On est en train de monter les taux parce qu'il y a trop d'inflation. Un choc pétrolier serait une très très mauvaise nouvelle pour 2023. Donc, et viendrait aggraver l'effet récessif, en tout cas l'idée de la récession qu'on a déjà pour nos économies. Donc, est nécessaire au moins pour qu'on puisse moins parler de sanctions trop brutales contre la Russie. Bon. Une fois qu'on a dit ça, venons-en au pivot de la Fed. Eric, si vous voulez prendre la parole sur ce sujet, c'est un peu le constat qu'on dressait avec les invités de la mi-journée. C'est-à-dire que, oui, on se souviendra de 2022 comme une année historique en matière de choc monétaire. On est quasiment à 400 points de base infligés aux États-Unis depuis le mois de mars. Voilà. Néanmoins, certains estiment que c'était la partie facile du match jusque-là. À partir du moment où la Fed a accepté l'idée qu'il fallait monter les taux, c'était assez mécanique. Et c'est vrai que les 75 points de base, à un moment, c'était vraiment du pilote automatique. Le vrai match, ou en tout cas le tie-break, qui se joue plutôt en 2023. La question de 2022, c'était faut-il monter les taux une fois qu'on a fait tomber la barrière mentale de se dire que oui, les taux peuvent aussi monter, on y est allé. La question de 2023, c'est alors jusqu'où je monte les taux ? Combien de temps je reste en niveau restrictif ? Et là, la réponse, elle est beaucoup moins évidente. Oui, la réponse est moins évidente, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision. Enfin, je me souviens en début d'année, la conversation, je me souviens qu'il fallait remonter les taux, lutter contre l'inflation temporaire. Ouais. Et je me souviens avoir dit, mais il fallait les augmenter très, très, très vite, et pourvu que ça soit très, très vite, et puis qu'on passe à autre chose. Et on l'a pas fait assez vite ? Non, assez fort ? Non, on l'a fait très, très vite et assez fort ? Si, on l'a fait assez fort. On a fait le job. Mais on l'a fait, et aujourd'hui, le marché est correct. Enfin, on aurait pu penser que ça aurait fait un peu plus mal à la fois d'un point de vue macroéconomique et sur les marchés financiers. Donc le match est joué pour vous là ? Moi, je pense que le plus dur est fait. Enfin, voilà. Les banquiers centraux ont montré qu'ils ont pu baisser l'anticipation d'inflation en remontant les taux très courts, alors que c'était un problème plus d'offres que de demande. Ils l'ont fait le job, tant mieux, et ça a l'air de fonctionner, puisque les pics d'inflation sont globalement derrière chez nous. Après, je dis que les décisions, je suis d'accord, le plus gros effet, on n'imagine pas que la Fed va encore relever de 400 points de base, c'est tout en 2023, ou alors il se passera des choses qu'on n'a pas du tout prévues. Voilà. Mais que le plus dur soit fait, d'accord, mais à partir du moment où la Fed a accepté l'idée qu'il fallait monter les taux vite et fort, les décisions étaient assez faciles à prendre. J'ai l'impression quand même que les prochaines décisions de politique monétaire, courant 2023, seront plus difficiles, plus discutées, plus débattues, moins consensuelles. Ouais, d'après moi, les banquiers centraux ont dit on va voir maintenant s'il y a effectivement que nous donne une statistique. Est-ce qu'il y a vraiment une croissance qui redescend très fort, ou est-ce que les taux d'inflation redescendent fort ? À partir de là, on verra. Je pense que c'est plus facile, à mon avis, alors peut-être après, qu'on se pose la question, est-ce que le taux pivot en haut, l'objectif c'est 5% sur les taux courts ou pas
pour moi, c'est pas le problème. Il faut que les banquiers centraux continuent à piloter correctement en fonction de la macroéconomie et qu'il n'y ait pas d'erreur, et avec les marchés financiers pour que les marchés financiers prennent pas peur. Et après qu'on s'arrête à 4,5, 5,5, pour moi, c'est pas du moment que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Oui. Enfin, c'est pour ça que je. Oui. Moi, j'ai pas une vision très claire de que fait la Fed s'il y a une récession modérée qui arrive avec un ISM à 47 ou 45 et une inflation qui reste cœur encore à 4-5%. Que fait la Fed si l'inflation est encore plus collante et qu'il n'y a pas de récession, par exemple. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a des décisions qui sont moins évidentes de ce point de vue-là. En fonction des scénarios, hein, bien sûr. Alors après, c'est sûr que si ça marche, si la croissance atterrit en douceur et que l'inflation revient gentiment à 2,5 en fin d'année prochaine, alors là... On n'est déjà pas d'accord sur le scénario. Est-ce qu'on aura vraiment une récession un peu plus forte ou simplement un ralentissement? Donc, mettons-nous... Est-ce qu'on a vraiment une chute drastique du taux d'inflation ou une baisse progressive? Déjà, on n'est pas d'accord. Enfin, on en discutait tout à l'heure. Donc... c'est sûr qu'à partir de là, c'est pas simple, mais dès lors que les banquiers centraux attendent d'avoir des confirmations statistiques, c'est plus simple pour eux, à mon avis. C'est la partie facile maintenant ou ça reste quand même un tie-break serré là pour la Fed? Parce que c'est le fine-tuning, hein, c'est le réglage final, mais est-ce que c'est pas le moment où il y a le plus de risques d'erreur pour la Fed par rapport à ce qui a été fait en 2022? Oui, enfin, je pense que s'il y a erreur, elle a peut-être déjà été faite. Oui. Voilà. En fait, moi, ce qui me surprend énormément... Donc potentiellement, on est déjà allé trop loin. Oui, potentiellement. En fait, moi ce qui me surprend beaucoup, mais je l'interprète comme un jeu entre la Fed et les marchés, la Fed ne voulant surtout pas que les marchés viennent contrarier le resserrement des conditions financières, et donc en fait a une rhétorique très, très forte. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'objectif de la Réserve fédérale a toujours été de ralentir l'économie, de refroidir en particulier le marché de l'emploi. Or, une banque centrale, fût-elle aussi puissante que la Réserve fédérale, ne dispose pour cela que des conditions financières. Elle n'a à sa disposition que le resserrement des conditions financières pour agir sur la demande. Et si on se réfère par exemple à un discours très important d'Arthur Burns, le prédécesseur de Paul Volcker en 1970, il expliquait clairement que si vous laissez la Réserve fédérale et les autorités monétaires seules face à l'inflation, alors ils seront obligés d'aller tellement loin dans les hausses de taux qu'ils vont générer une récession trop importante. Et donc là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que la Réserve fédérale va basculer progressivement de ces indicateurs retard vers des indicateurs avancés. On a déjà commencé à avoir un certain goût de cette bascule, justement, déjà dans les datas, sans avoir même d'abord de bascule dans les décisions. Parce que quand on regarde les indicateurs retard, en fait, on peut en tirer des leçons sur ce qui s'est passé avant. Les indicateurs retard dans l'économie, on en parle tout le temps, c'est le taux d'inflation, le taux de croissance et le taux de chômage. Alors ça, c'est super, là, tout le monde commente à loisir ces trois éléments-là. Ça n'a strictement aucun intérêt pour savoir ce qui va se passer après. En revanche, quand on regarde les indicateurs avancés d'inflation, que ce soit les indicateurs en termes d'enquête, donc enquête vis-à-vis des entreprises, on parle de l'enquête ISM, enquête S&P Market, enquête vis-à-vis des ménages, enquête du Conference Board, enquête du Michigan, tout ça montre une véritable plongée des indicateurs d'inflation. On n'est pas dans un ralentissement, on est dans un effondrement. Si on regarde des indicateurs durs, parce que certains m'opposent à ça, oui, mais c'est des sondages, on sait que les sondages, c'est pas très clair, etc. Regardons les indicateurs durs. On a des prix à la production chinois qui sont en déflation. Moi, je ne connais pas de situation où l'inflation continue à augmenter alors que les prix à la production chinois sont en déflation. Ça, je ne connais pas. On a des indicateurs également sur les prix des matières premières. On en parlait. Le prix du pétrole est en train de baisser très fortement. On est revenu sur les points bas, là. Voilà, 75, extrêmement 76 fortement. $ Le pour prix le du fret, Ouais. aujourd'hui, est pré-pandémie. Oui, Donc, voilà. Et donc, ce que je vois, moi, c'est une baisse très, très forte des indicateurs avancés d'inflation qui sauf choc. Et c'est le point à surveiller. Sauf choc sur l'énergie, lié à un choc géopolitique, et là, qui ferait tout partir en vrille. Mais
qui devrait nous conduire à partir du deuxième et surtout du troisième trimestre de l'année prochaine à un véritable effondrement des indicateurs d'inflation. L'inflation des services va être rattrapée par cette déflation qu'on constate dans la chaîne de production des biens. Si on regarde par exemple aux États-Unis le site Apartment Rate ou Apartment List, quand on regarde le prix des loyers demandés, ça fait 3 mois que ça baisse déjà. Alors tout le monde dit c'est en train de monter. Ça fait 3 mois que les loyers demandés sont en train de baisser. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et si la Réserve fédérale change d'approche justement vers ces indicateurs avancés, alors effectivement, on pourra avoir un pivot. Probablement d'ici la fin de l'année ou après avoir pendant quelques mois, comme avant de monter les taux, dit non, certainement pas, je ne le ferai jamais, je ne pivoterai jamais. En fait, à la fin de l'année, elle pivotera parce que les indicateurs se seront effondrés. Donc le cas pour des baisses de taux fin 2023 est un cas qu'il faut envisager. Relativement solide pour fin 2023. Ouais. Tout à fait. D'accord. Pour moi, oui. Est-ce que ça veut dire que sur le plan économique, la récession aura été beaucoup plus forte que ce qu'on espère aujourd'hui aux États-Unis ? Ou est-ce qu'on peut faire matcher l'idée d'un soft landing et de baisse de taux fin 2023 ou à partir de fin 2023 Pour moi, on peut si effectivement on a un léger redémarrage chinois. C'est pour ça que la clé de notre discussion préliminaire était très importante. Si en revanche on n'a pas ça, alors effectivement on risque d'avoir un ralentissement beaucoup plus sévère. Mais ça ne voudra pas forcément dire que les marchés iront mal. Hein. Si on a une baisse des taux, l'impact de la baisse des taux, elle est exponentielle. Mais ça redonne de l'oxygène à tout un pan du marché qui a beaucoup souffert d'ailleurs. Le scénario 2023 sur le marché est plutôt positif de ce point de vue-là. Bon. Sébastien, 3 minutes pour conclure sur la Fed. Là. 1 minute. Non, vous avez un peu de temps. C'est très bien. Expliquez alors. Toute l'analyse que je fais, d'abord, c'est un point très important de comprendre d'où on vient. Et c'est vrai qu'une des leçons de 2022, en tous les cas là où on est, c'est que la demande a beaucoup mieux résisté, et notamment le consommateur, non seulement aux États-Unis, mais en Europe. La raison de cette résistance, elle est double. Hein. La première, elle est essentielle. Là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu de choc de demande. On a eu un choc de demande colossal. C'est-à-dire que les taux d'épargne ont monté de façon extraordinaire. Non seulement parce que la consommation, on pouvait consommer, mais parce qu'on a donné des aides absolument dingues aux acteurs économiques, essentiellement les ménages, mais aussi aux entreprises. Rappelez-vous, on a offert des crédits. Et tout ça a créé une situation que personne n'était habitué de surchauffe très forte de l'économie américaine. Quand vous regardez du point de vue top-down, non pas bien par bien, je pense que, moi je continue à dire, c'est pas la bonne approche quand il s'agit d'analyser l'inflation. On est dans une situation de surchauffe. Un taux de chômage qui reste coaché au niveau historiquement le plus bas, non seulement aux États-Unis, mais en Europe, à 16,5% pour le taux de chômage européen, un record depuis des décennies pour l'ensemble des pays européens. Et une participation au marché du travail en Europe beaucoup plus large qu'aux États-Unis. Exactement. Et pour les États-Unis, on est au taux de chômage le plus bas depuis la fin des années 60. Donc, je veux bien qu'il y ait des prix, et c'est normal, des goulets d'étranglement, tout le monde l'attendait, que ça baisse. Mais le jour où on se dira que les salaires n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec l'inflation, on se trompe. On se trompe. Les salaires, on vient de le voir, ont accéléré à nouveau aux États-Unis. Alors peut-être qu'ils vont se recalmer, mais on a du mal à voir, quand on regarde l'ISM des services sortis pour voir des choses avancées, tout dans le ISM disait, attention, l'économie reste dans une situation solide. Nous, on s'attendait à un affaiblissement. On ne le voit pas. Il n'est pas là. Il va peut-être jamais arriver. C'est une théorie à laquelle j'y crois pas. Et la Fed doit gérer ça. Et c'est pour ça que vous rejoignez voir que 2023 est une année pour les autorités monétaires très complexe. Que le prix des bagnoles, des voitures d'occasion va baisser, que les prix du fret baissent déjà. Ça, on le savait que ça allait arriver. Est-ce que ça va aller en déflation ? Non. Non, ça ne va pas aller en déflation. Tant que la demande tient, l'inflation va rester entretenue. Et on peut avoir un découplage durable, en tout cas très fort, entre ces deux économies, l'économie des biens, l'économie industrielle et l'économie des services. Mais ça a toujours été... Oui, ça a toujours été le cas. Alors, aux États-Unis, l'inflation chinoise est une inflation très particulière, qui est, comme tous les pays émergents, dominée
par les aliments. Hein. Vous voyez, les biens, c'est une petite partie. Pourtant, ils consomment des biens électroniques, etc. D'ailleurs, ils n'appliquent pas les mêmes méthodes statistiques sophistiquées que nous, on applique pour calculer la qualité de nos produits. Et donc, le gros du panier de la ménagère est composé d'aliments. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, outre ce problème, cette différence, moi, je dis, attention, l'inflation reste un vrai sujet dans la dynamique qu'elle va avoir. Les biens, il est possible qu'ils soient à 2% à la fin 2023. C'est bien probable. Hein, mais nous, dans les calculs, si on le fait de cette façon-là, l'inflation des services sera à 4,5% à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que doit faire la Fed? C'est un pilotage, et vous l'avez dit, qui est pas simple. 30 secondes chacun, messieurs, non? Wilfried, oui. Non, mais ça va. J'ai totalement exprimé mon point et je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Sébastien. Moi, je pense qu'on est on va passer une année 2023. On va passer dans un régime d'inflation supérieur, effectivement. Et ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que les banques centrales admettent que l'inflation peut rester plus élevée? Mais je pense qu'ils vont l'admettre. Tu as raison. Ça, c'est un vrai sujet. Ils ne peuvent pas l'admettre maintenant, mais ils vont l'admettre. L'ancrage de l'inflation va prendre un coup. Alors, comment on le fait? C'est pas facile. Non, la conversation des économistes académiques, elle est déjà très avancée sur cette question de l'objectif d'inflation demain. Au sein des banques centrales et des banquiers centraux qui sont en charge aujourd'hui, c'est une conversation qu'on ne veut pas mettre sur la table. On ne va pas rajouter. Mais ce sera à un moment dans la séquence, il y aura une conversation sur cette idée-là. Ça permettra de justifier le pivot. Et pour vous, après, l'atterrissage en douceur, hein, c'est vrai, il veut. Avec un taux de prix plus élevé. Mais c'est le meilleur des scénarios, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des prix plus élevés sans accélération. Il ne faut juste pas d'accélération, c'est tout. Un peu d'inflation, c'est bien pour tout le monde. Bon, on va pivoter vers la fin de cette émission, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, Éric Venet, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Sébastien Paris-Sorvis, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous invite à plonger dans le secteur des télécoms avec un spécialiste, analyste chez Bryan Garnier, Thomas Coudry, que nous retrouvons ce soir dans le quart d'heure thématique. Bonsoir Thomas. Merci beaucoup d'être là. Bon, c'est votre domaine d'expertise, télécom médias chez Bryan Garnier. Oui, je voulais qu'on fasse un petit bilan de l'année pour le secteur des télécoms. Rapide, ma question étant, est-ce que c'est un secteur déjà sur le plan boursier qui a rempli sa mission défensive? Oui. Au terme d'une année 2022 douloureuse pour tout le monde et pour tous les secteurs, non, en fait, à l'exception de quelques-uns. Je pense que le mot peut-être qui correspond le mieux pour définir un peu le bilan de cette année sur les télécoms, c'est contrasté. Contrasté parce qu'en effet, sur la première partie de l'année, il a clairement joué son rôle défensif. Ça a été moins le cas sur le deuxième semestre, où les valeurs se sont un petit peu retournées. Si on regarde aux moyennes, ça a légèrement en fait sous-performé les indices sur l'année au total, avec en effet une grosse surperf sur H1, et puis les choses se sont tendues un petit peu sur H2. On a eu deux temps un petit peu. C'est vrai que le premier temps, c'était valeur défensive dans un contexte de crainte de récession, etc. Et puis peu à peu, les sujets de taux d'intérêt, de dette se sont un petit peu invités, avec aussi des risques sur la cost line de ces opérateurs liés aux effets inflationnistes. Donc voilà, le chose est contrasté aussi parce que c'est très difficile finalement, comme dans beaucoup de secteurs, d'avoir une conclusion. Quand on regarde Deutsche Telekom, il doit être à plus de 20% en year-to-date, là où Telecom Italia est à moins 50%. Ouais. Il y a une variance, on va dire, dans les perfs, une dispersion qui est très, 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 très significative. Donc, le stock picking joue son rôle ici. On le rappelle, la caractéristique de Deutsche Telekom, c'est son exposition au marché américain, qui est un marché en croissance à travers T-Mobile. Ouais, c'est ça qui fait sans doute le catalyseur ou le driver du cours boursier. Mais un Orange, par exemple, a bien résisté sur l'année. Il est à peu près flat, on va dire, sur l'année, ce qui est un petit peu mieux que le CAC. Et c'est plutôt... il y a certaines valeurs télécoms qui ont vraiment joué leur rôle défensif sur cette année, clairement.
Un des faits marquants aussi d'ailleurs de cette fin d'année, c'est la question de la consolidation des télécoms à travers notamment l'idée du rapprochement des activités de Telefonica et de Hutchison, c'est ça, au Royaume-Uni. Ouais. Alors là, il faut suivre. Parce que c'est une bataille entre juges qui devient un peu compliquée. Si je résume, bon, la Commission européenne avait quand même toujours l'idée que cette consolidation n'était pas très bonne pour la concurrence, hein, si je dis pas de Elle avait bêtises. dit non. Elle avait dit non. Comme le veut la tradition. Et puis la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu plutôt une décision favorable, qui avait d'ailleurs été saluée par le marché des télécoms, se disant tiens, quelque chose est en train de changer. Et puis en octobre, j'ai vu que l'avocate générale près la Cour de justice de l'Union européenne recommandait finalement au tribunal de revenir sur sa décision en recommandant peut-être de réviser son jugement sur l'idée d'une fusion. Alors, les activités sont O2 et S3, c'est ça, hein, les deux activités mobiles de Telefonica et Hutchison sur le marché britannique. Ouais, pourquoi ce cas est important, Thomas? Alors, c'est important parce qu'on sait que voilà, c'est un peu un serpent de mer, la consolidation sur les marchés. Alors, il y a certaines opérations qui se font, les opérations de convergence fixe-mobile, comme on les appelle, elles ne posent pas trop de problèmes. Maintenant, quand il s'agit de réduire le nombre d'opérateurs mobiles sur un marché donné, c'est plus compliqué. Et donc là, il y avait un espoir sur le marché que la Commission européenne infléchirait un petit peu sa position et que ce type d'opération deviendrait plus facile. Cet espoir était entretenu, en effet, par cette discussion juridique que vous venez de rappeler. Donc, et on a vu des opérations s'engager. Là, on a Orange en Espagne avec MásMóvil, on a cette fois-ci Vodafone et Hutchison 3 au UK aussi. Tout ça, voilà, avec cet espoir que ça aboutit favorablement. Donc là où la décision ou l'avis de l'avocat général de la Cour de justice est intéressant, c'est que voilà, il remet en cause dans une certaine mesure cet espoir qui avait naquit en 2022. Donc, c'est toujours très difficile de conclure. Clairement, il faut rester très prudent sur ces opérations-là. Ça va être un sujet pour 2023. Hein. Voilà, est-ce que ces opérations que j'ai citées vont aboutir? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et ça va être très lié, en effet, à finalement la décision finale que va être celle de. Il y a un arrêt qui doit être rendu dans les 3-6 mois. Oui, normalement, voilà, dans les quelques semaines, là, on devrait avoir des nouvelles là-dessus. Mais ce sera, oui, une décision fondatrice peut-être. C'est très regardé par l'ensemble du secteur. Fondatrice, je ne sais pas, parce qu'on sait que les choses peuvent toujours bouger plus ou moins, mais elle confirmera ou infléchira une position, et c'est vrai que ce sera une décision certainement importante pour l'ensemble du secteur, oui, tout à fait. Dans les grands drivers qu'on peut imaginer dans le secteur des télécoms, il y a toute la partie infrastructure, Thomas, et j'allais dire, les choses sont déjà bien enclenchées, et les deals autour des infrastructures, des tours télécoms, pour dire la chose simplement, c'est quelque chose qui est engagé et qui devient assez standard aujourd'hui pour l'industrie des télécoms. Oui, rares sont les opérateurs, à ma connaissance, qui n'ont pas fait de deal sur que ce soit leurs infrastructures fibres ou leur tour en effet de téléphonie mobile. Oui, c'est un sujet vraiment ces dernières années. Et encore cette année, on a vu pas mal de deals. Hein. Les deux derniers en date sont Vantage de Vodafone et les tours de Deutsche Telekom. Alors, il y a eu un petit ralentissement cette année parce que forcément c'était des deals qui étaient aussi, on va dire, entretenus par des taux très bas. Parce que c'était des deals qui présentaient des yields intéressants, des ROI intéressants, et puis il est souvent financé avec de la dette, donc le contexte était propice, on va dire. Bon, ça n'a pas empêché les deux derniers deals que j'évoquais de se faire sur des très bons multiples. Ouais. Mais on voit que Cellnex, qui est un des gros acteurs du secteur, annonçait qu'il allait faire une pause. Orange, avec sa fameuse filiale Totem, ses tours mobiles France-Espagne, on ne sait pas trop, on sent peut-être qu'il temporise un petit peu. Donc voilà, il y a un contexte macro qui est un petit peu moins favorable. Il y a aussi beaucoup de deals qui ont déjà été faits. Donc peut-être c'est quelque chose qu'on va continuer de regarder, mais c'est peut-être quelque chose dont il ne faut pas attendre autant l'année prochaine que ce qu'on a pu voir par le passé, clairement. Et le rationnel de ces opérations est toujours justifié, intéressant pour les opérateurs télécoms? Est-ce qu'on arrive à voir a posteriori un petit peu les fruits de ce type d'opération? Ça dégage des marges de manœuvre, j'imagine, sans trop de risques sur les infrastructures qui sont gérées par des gens qui savent les gérer? Oui. Non, je pense que alors il y a toujours des questions un peu stratégiques sur contrôler ou pas ces infrastructures-là. Je pense que pour toutes les industries, on est au début de l'histoire malgré tout, donc il va falloir voir un petit peu comment tout ça se passe. Non, les motivations de ces deals-là, elles étaient de deux ordres en fait. L'un, c'était
de générer du cash, de se désendetter pour les entreprises du secteur les plus endettées. C'est elles qui ont un peu tiré ce mouvement de deal sur les infras. Et puis il y avait aussi un autre aspect d'essayer d'aller cristalliser un petit peu de valeur pour des cours de bourse un peu en souffrance, des actifs sous-jacents qui étaient un peu sous-valorisés par les marchés. Donc il y avait ce double objectif. Bon, clairement, ça a aidé en effet certaines entreprises à lever du cash. Bon, Orange, lui, je le citais tout à l'heure, a pris plus son temps sur ces opérations-là, mais lui en avait moins besoin aussi d'un point de vue bilanciel qu'en avait besoin sans doute un Vodafone, un Telefonica ou autre. Donc voilà, les situations sont un petit peu différentes. Voilà, vraiment du point de vue opérationnel, on a très longtemps entendu les opérateurs dire que leur actif télécom était leur actif stratégique, etc. Bon, on a clairement eu un petit peu un changement de pied vis-à-vis de ça, un peu forcé par le contexte. Bon, je rappelle quand même, c'est important de le faire, qu'on parle de cession de tours mobiles ou d'infrastructures, de fibres, qui sont des infrastructures passives. Donc c'est pas là où il y a l'intelligence du réseau. Le pilotage ne se fait pas là. Voilà, le pilotage, la gestion du réseau reste aujourd'hui dans les mains des opérateurs pour la plupart des deals qu'on évoque ici. À propos de réseaux, d'utilisation des réseaux, où est-ce qu'on en est du débat de savoir qui doit prendre à sa charge l'utilisation de la bande passante? Alors bon, le particulier, on paye forcément une partie, mais il y a toujours l'idée qu'on aimerait faire payer des gros utilisateurs de bande passante, les streamers, les GAFAM au sens large. Et l'Europe est toujours en pointe dans ce genre de combat. Oui. Toujours, je ne sais pas s'il faut... En tout cas, l'Europe a pris la parole assez fermement sur le sujet ces derniers mois. C'est une des actualités du secteur cette année. Là aussi, on va voir un peu 2023 comment ça se passe. Clairement, avant, on était beaucoup sur parler de net neutralité, etc. Voilà, c'est un peu le... Et là, alors sans remettre en cause la net neutralité, ce qui est la difficulté du secteur, les autorités européennes, alors Margaret Vestager, Thierry Breton, les premiers, se sont dit favorables à étudier dans quelle mesure on pouvait faire, en effet, on pouvait demander aux GAFAM de payer les opérateurs pour la bande passante qui l'utilisent. Donc le principe du point de vue des autorités européennes semble être acquis. Le sujet est sur la table. Maintenant, il va falloir réglementer sur les accords entre les uns et les autres et puis passer à l'étape législative. Ça va être compliqué. Ça va prendre des années si ça doit se faire, non ? C'est pas possible de... Ça va être compliqué parce qu'en effet, il faut jongler avec les sujets d'impératif de net neutralité, qui est un dogme, mais c'est pas péjoratif de dire comme ça. Non, c'est un choix européen, voilà, un choix philosophique, européen, politique. Voilà, oui, qui, peut pas être, qui ne sera pas remis en cause. Donc, sans remettre en cause ça, il faut demander aux GAFA de payer. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en contrepartie ? Enfin, les discussions vont très certainement être compliquées. Être compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer des perspectives en matière d'investissement dans le secteur des télécoms pour 2023 ? Est-ce qu'il y a des convictions à défendre, des dossiers particuliers à défendre là aujourd'hui, Thomas ? Une façon de regarder un peu le secteur, c'est alors souvent c'est les opérateurs télécoms, c'est c'est s'assurer que le dividende est sécurisé. Ouais. Pour beaucoup de ces entreprises-là, en tout cas les plus grosses d'entre elles, on a un dividende et le case, le rendement est important dans le cas d'investissement. Donc une des grilles d'analyse, ça va être ça. Ça veut dire où on va retrouver évidemment dans un contexte inflationniste les questions de pricing power. Quels sont ceux qui vont pouvoir un peu répercuter dans les prix les hausses de coûts qui vont devoir endurer. Ceux qui sont plutôt en mode décroissance des capex parce que les investissements sont derrière eux. Ceux qui ont éventuellement encore un petit peu sous le coude en termes de deals sur les infras comme on évoquait tout à l'heure. Donc c'est un peu la grille de lecture qu'il y a à voir. Moi, je continue de penser qu'un Orange coche toutes les cases que je viens de discuter, que c'est un bon dossier à regarder pour 2023. Bon, Orange, effectivement, une valeur qui a sorti la tête de l'eau à travers cette année 2022. On fera le relevé des compteurs dans quelques jours, mais ça reste quand même un peu l'idée qu'on a de la photo finish de cette année 2022 sur le plan boursier. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coudray avec nous régulièrement pour évoquer les enjeux et les perspectives du secteur des télécoms sur le plan de l'investissement boursier, notamment analyste chez Bryan Garnier, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.